Donc, c'est devenu le temps de vous présenter les conférencières qui vont vous parler qui vont vous présenter le guide famille qui est actuellement, je suis pas sûr du titre exact, donc qui va être bientôt lancé. Marie-Hélène Morin est professeure chercheuse en travail social à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est en fait travailleuse sociale de formation. J'ai travaillé avec elle déjà à ce titre. Marie-Hélène s'intéresse à l'organisation des soins et services sociaux et surtout dans une perspective des personnes, des proches aidants dans le domaine de la santé mentale. Elle est donc titulaire de plusieurs subventions. Elle a plusieurs titres. Donc, pardonnez-moi, j'ai pas pris la bonne version. Alors, je vais y aller au son. Annie Lévesque est donc agente de planification, était agente de planification au CIUS Capitale Nationale. À ce titre, c'est elle qui a coordonné l'élaboration de ce guide. Et pour l'avoir vu aller, avoir contribué à titre de consultant à cet effort, je peux vous dire qu'elle a joué un travail de concertation assez exceptionnel. Madame Suzanne Péloquin, elle travaillait aux communications au CIUS Capitale Nationale. C'est surtout une proche aidante, la maman de deux garçons qui composent avec un trouble psychotique. Et vous allez voir que sa formation en communication paraît lorsqu'elle s'exprime et qu'elle parle de son expérience. Quant à Julie Bouchard, elle est travailleuse sociale. Elle travaille à la clinique Notre-Dame-des-Victoires, j'aurais dit depuis à peu près 2005. Vraiment, elle est maintenant la chef d'équipe de la clinique et elle a vraiment une longue expérience en intervention familiale. Donc, après la conférence, il y aura une brève période de questions et on va essayer cette fois-ci d'y aller plus rondement avec les séparations entre les salles. Alors, mesdames. Bonjour tout le monde. Donc, je partage mon écran à l'instant. Est-ce que vous la voyez bien? Je sens un petit peu dans les airs à mes compatriotes. Super, merci beaucoup. Donc, voilà. Merci, Dr. Roy, pour cette présentation haute en couleur. Fort intéressante. Donc, on va vous parler aujourd'hui, comme Dr. Roy vous l'a dit, là, de pratiques de collaboration avec les familles et les proches. On va vous parler d'un guide à la fin de la présentation. Mais on va vous amener là tranquillement. En fait, on est 4 à présenter aujourd'hui. On va s'interchanger les tours de parole une et l'autre. On va aborder différents thèmes. Puis, dans le fond, on va vous parler, je vais ouvrir tranquillement la conférence avec les objectifs de la présentation. Il y a l'une de nous qui va parler de qui sont les proches, ce qu'ils vivent. On va vous parler de l'influence de l'histoire aussi sur l'engagement des proches. Pourquoi? Comment favoriser la collaboration avec les proches? Les défis qui sont liés à cette collaboration-là. Puis aussi, on va vous parler évidemment du guide, du projet qu'on a mis en place pour réunir les bonnes pratiques. Nos objectifs, rapidement, c'est vraiment de comprendre l'importance du rôle qui est joué par les proches, leur réalité à eux, puis leurs besoins. On veut aussi vous présenter les défis de la collaboration, mais aussi différentes pistes qui permettent de surmonter ces défis-là. Puis, vous amener vers le projet de guide sur l'implication des proches qui sera à paraître en 2022. On vous lance aussi un petit défi tout au long de la présentation. On a un message clé à vous transférer qui se résume peut-être en un mot que nous, on connaît tous les quatre, puis qu'on va vous montrer à la fin. Mais si vous voulez, tout au long de la présentation, essayez de trouver ce mot-là qui nous unit à vous, qui nous unit entre nous, entre les 4 présentatrices, mais aussi qui nous unit à la journée d'aujourd'hui puis au thème qu'on aborde aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Suzanne qui va nous parler de qui sont les proches et de ce qu'ils font. Alors, je crois, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je crois que depuis le début de cette journée, on a entendu à maintes reprises l'importance d'impliquer les familles, les proches. D'entrée de jeu, je peux vous dire que ça fait 20 ans que j'accompagne
mes enfants dans cette évolution-là qui est la maladie mentale avec ses hauts et ses bas. Et je suis heureuse qu'après 20 ans, j'entende aussi souvent l'importance de l'implication des familles et des proches. Alors, c'est quoi pour moi un proche? D'abord, pour moi, un proche, c'est une personne qui a un lien de cœur avec une personne qui est atteinte de maladie mentale. C'est une personne qui a une préoccupation, qui a envie de contribuer à la vie de la personne qui est atteinte de maladie mentale. C'est une personne qui est significative pour ces personnes-là, mais significative tout le temps, c'est-à-dire même quand ils n'ont plus envie qu'on soit dans leur vie, puis que nous, on réclame que c'est encore important d'y être. Pour moi, mon rôle de proche, je considère que c'est le rôle le plus important possiblement que j'aurais joué dans ma vie, malgré une multitude de succès professionnels, de projets merveilleux. C'est pas tant d'avoir été une mère, je pense, qui a marqué ma vie, comme le fait d'être restée proche d'eux. Puis si je fais la nuance de ça, c'est qu'à travers la maladie mentale, il y a beaucoup de moments où, comme proche, on ne sait plus si on doit rester proche, s'en aller, rester à côté, se mêler de leur vie, se mêler de leurs affaires ou pas. Parce qu'ils évoluent, ils grandissent, ils deviennent des adultes, puis c'est comme pas normal que, comme mère, on reste aussi omniprésente alors qu'ils ont 30 ans. Dans le cas de mon fils aîné, 36 ans maintenant, puis dans le cas de mon autre fils atteint, 28 ans. Donc, comme proche, ce qu'on vit, c'est souvent cette difficulté-là de la position. Non, on va revenir en arrière, Annie, je n'avais pas fini. De cette difficulté-là, de cette position. D'abord parce qu'on était là avant, fait qu'on a une expertise que je m'excuse, mais vous n'aurez jamais avec tous vos outils d'évaluation puis vos bonnes techniques d'intervention. Parce que moi, j'étais là au moment où il était dans mon bedon, parce que j'étais là aussi, puis c'est moi qui sais que quand ça ne va pas, le petit gâteau forêt noire pourrait peut-être faire une différence. Et ça ne sera pas écrit dans le plan d'intervention. Fait que le rôle du proche, c'est un rôle qui était là avant, c'est un liant pour le maintenant, mais c'est aussi celui sur qui souvent nos proches vont s'appuyer sur nous pour l'espoir de demain. Parce qu'en dehors des heures d'ouverture de service, c'est nous qui sommes là. Et puis cette photo-là, si je l'ai prise, c'est parce qu'à travers la maladie, il y a aussi des moments de plaisir, des moments de fête. Puis ça, il faut en avoir davantage. Puis plus les intervenants s'impliquent adéquatement, puis nous impliquent bien, plus moi, j'ai des moments de fête avec mes enfants, parce que je peux jouer ce rôle-là. Je vous ai mis une petite image qui représente très bien ma relation avec mes 3 enfants. Depuis qu'ils sont au monde, j'ai mon petit soleil, Karine, j'ai ma lune, Gabrielle, puis j'ai mon citoyen du monde, Michael, que je salue parce qu'en ce moment, au moment où il m'écoute, il est avec nous, à quelque part dans une salle virtuelle. Et ça me touche de savoir qu'il est là. Vous voyez, je commence déjà à être touchée. Alors, chacun de ces personnes-là dans ma vie, j'ai utilisé ce symbole-là parce que j'ai ma vie à moi comme proche, mais ma vie est influencée, bien sûr, par tous les événements de la vie, mais aussi par la leur. Et la maladie mentale, ce qu'elle provoque sur ma vie à moi, c'est que lorsqu'ils ont des périodes, je dirais, plus de désorganisation, de psychose active, de démotivation à la vie, de moments où la psychose est tellement importante que c'est difficile de sortir de la bulle, c'est difficile de faire confiance. Ou quand je vois le potentiel extraordinaire qu'ils ont, mais qu'ils sont pris un peu dans leur bulle parce que l'anxiété est présente, etc., c'est sûr que ça l'influence ma vie à moi aussi. Ce qu'on vit souvent, c'est cet effet, là, on est rendu à l'autre, Annie, cet effet où on est un peu pris, je dirais, dans un grand continuum, non pas de service, mais dans un grand continuum d'émotions, entre la super mom, que ça fait 20 ans que je suis à différents moments dans leur vie, cette mom-là qui a tous les costumes dans son garde-robe, je vous garantis, la ménagère, l'éducatrice spécialisée, la chauffeuse de taxi, la gestionnaire de budget, tous les costumes, ils sont bien là dans mon garde-robe. Alors, la super-mom, elle a appris à en prendre un, à aller leur déposer parce que c'était plus le temps de le faire. Il était rendu capable de le faire. Ça va pas bien, on remet le costume. Et, bien sûr, cette peur qui nous habite
lorsqu'on les voit déprimés, lorsqu'on les voit dépassés, en perte d'espoir, avec cette peur d'aller porter à leur tombe un jour des fleurs, tu sais. Même si, comme proche, il m'est arrivé souvent de comprendre que la détresse pouvait leur donner envie de dire « Cette vie-là, maman, je ne la voulais pas. Tu sais, c'est pas cette vie-là que je voulais. J'en voulais une pas malade. Tu sais, même si je suis capable d'entendre cela. » Fait que comme proche, on vit, dans le fond, à travers eux, aussi nos propres étapes de vie. Puis des fois, ben, j'ai eu plaisir, ça m'arrivait de dire « Oh non, pas aujourd'hui. Moi-même, je suis amochée. Pas aujourd'hui, ta crise. Demain, quand ça va aller mieux, ça ira bien. Mais aujourd'hui, je ne suis pas disponible à ça. Moi aussi, j'ai ma propre vie. Comme toi, tu as ta vie. » C'est pour ça que souvent, j'utilise, moi, mon schéma avec nos cycles de vie. Tu sais. Fait que je pense qu'impliquer les familles à travers la démarche qu'on a faite au niveau du guide, ben c'est essentiel. C'est essentiel pour moi, mais c'est essentiel pour tous les proches. C'est essentiel aussi pour les intervenants. Et moi, si j'avais le pouvoir d'une baguette magique, j'aimerais ne plus jamais entendre d'aucun intervenant « Il ne m'est pas possible, Madame Péloquin, de vous dire. Il ne m'est pas possible, Madame Péloquin, d'être en contact avec vous. » J'aimerais plutôt entendre « Je vais faire tout mon possible pour faire en sorte qu'avec votre fils, je vais être en mesure de trouver une façon d'être en lien avec vous. » Si moi, le guide, permet ça à la fin, de passer du paradigme, ce n'est pas possible parce que la loi, et je la connais très bien, la loi me l'interdit à je me positionne pour trouver le comment on va y arriver, à vous impliquer, à vous maintenir informés. Alors, on aura vraiment réussi un autre de mes très beaux projets de vie que d'être celui d'être un proche. Merci, Suzanne. Donc, je laisse la parole à Marie-Hélène. C'est moi qui prends le relais. Bonjour à tout le monde. Merci, Suzanne, pour cette... tu as bien mis la table, je pense. Puis quand on parle de l'engagement des proches puis qu'on le vit à travers ton expérience, des fois, on a aussi besoin de comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui influence cette facilité-là ou ces obstacles-là liés à l'engagement des proches. Fait que moi, j'apporte dans la présentation un regard un petit peu là-dessus. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui, ça permet aussi de mieux comprendre sur le plan juste du savoir, de l'histoire, certains éléments, puis ça nous aide à comprendre le maintenant. Ça nous aide à comprendre aussi les connaissances actuelles sur les troubles mentaux, dont les psychoses. Ça nous aide à comprendre nos croyances, des fois comme intervenants, comme personnes qui vivent dans la société, comme citoyens. Donc, c'est ce petit bout-là que je veux vous présenter. Donc, les rôles qu'on attribue ou pas, ou avec plus de facilité ou moins de facilité aux membres de l'entourage, aux proches, c'est souvent en fonction des connaissances qu'on a eues à travers le temps sur qu'est-ce qui explique, dans le fond, les troubles mentaux, dont les psychoses et la schizophrénie à certains moments. Puis, dans les rôles qu'on a attribués, qu'on attribue souvent, vous le voyez dans la petite figure, ces rôles-là qui gravitent autour, les petites bulles qui gravitent autour, ben les familles les vivent plus ou moins de façon concomitante, ces rôles-là. Parfois, on va vraiment les considérer comme source de soutien informel, comme tu le disais, Suzanne, comme quelqu'un qui a toujours été là, qui sera toujours là aussi, qui est là 24 heures sur 24 en dehors des heures de bureau. Donc, cette source de soutien informel-là, souvent, c'est un rôle quand même que naturellement, on va attribuer aux membres de l'entourage parce que les services professionnels ou un épisode de soins, ça ne se passe pas toujours 24 heures sur 24. Donc, ce rôle de soutien informel-là, il est là. Il fait partie de l'histoire. Il a toujours été là, même avant qu'il y ait des services plus structurés là, en santé mentale, en psychiatrie, etc. Un deuxième rôle qui est apparu peut-être un petit peu plus avec l'idée que les épisodes de soins, les hospitalisations soient de plus courte durée, que les services soient plus dans le milieu de vie des personnes, dans la communauté, c'est le rôle d'allié. Donc, un rôle où est-ce que là, on s'intéresse un petit peu plus à rentrer justement en contact, en communication avec les membres de l'entourage, parce que souvent, la personne va vivre avec eux. C'est vrai, dans le cas des premières psychoses, hein, souvent, ça arrive tôt dans le parcours de vie. Donc, souvent, les parents sont aux premières loges, les membres de l'entourage, les proches.
Donc, cette idée de, au moins, en tout cas, de faire alliance, une forme de première alliance, de voir les familles comme étant des alliés pour pouvoir avoir de l'information. Souvent, c'est plus dans ce sens-là que ça se passe, dans ce rôle-là. Dans une seule direction, l'équipe traitante va s'intéresser à la famille, mais pour avoir de l'information, pour savoir comment ça se passe, par exemple, à la maison. Donc, ce rôle-là, il existe, il est encore bien présent dans nos pratiques en santé mentale. Puis, on a travaillé aussi ou migré vers un rôle plus de partenaire, où est-ce que là, les notions, comme on va parler cet après-midi, de collaboration, de travailler vraiment dans les deux sens, d'aller chercher de l'information, mais d'en donner aussi à la famille, fait un petit peu plus partie du paysage. Des partenaires à qui on reconnaît, dans le fond, des forces, à qui on reconnaît aussi des moments de doute, d'instabilité à leur tour, des moments de fatigue, où est-ce qu'il y aurait besoin de répit, des moments aussi où est-ce qu'ils ont leurs propres besoins à être comblés. Donc, ce rôle de partenaire-là, on va le voir bientôt dans la prochaine diapo, il existe à travers beaucoup nos politiques sociales, nos plans d'action en santé mentale notamment. Puis le dernier rôle que je veux vous parler, puis qui fait partie un peu de ce paysage-là, c'est celui de revendication, en fait, des parents, des familles qui se sont regroupés dans l'émergence des mouvements, mouvements des familles, des associations de familles, des mouvements où est-ce qu'on met vraiment le savoir expérientiel de l'avant, où est-ce que des parents ont eu besoin de se regrouper pour se faire entendre, pour faire reconnaître leurs besoins. Ce rôle de revendication-là, d'avoir le besoin d'être soutenu, de pouvoir partager avec des personnes qui vivent la même chose qu'elles, ça fait partie aussi des rôles qu'on peut reconnaître aux familles là, dans les pratiques en santé mentale, dans l'intervention. Donc, des rôles qui, je vais vous dire, qui cohabitent ensemble, puis avec lesquels on doit composer, puis qu'on doit connaître aussi si on veut prendre conscience tout simplement aussi des croyances qu'on peut avoir à l'endroit des familles et des proches là, quand on interagit avec elles. Donc, c'était un premier élément que je voulais présenter. Un suivant, en fait, c'est ça, c'est l'influence plus de la sphère politique, des politiques sociales, des plans d'action sur cet engagement-là des proches. Sans faire là, une longue historique politique, mais tout de même, l'idée que ça a apparu dans le paysage avec les premières politiques en santé mentale, entre autres à la fin des années 80, où est-ce que pour une première fois, on parlait de l'idée d'établir des liens avec les personnes utilisatrices de services en santé mentale, mais aussi les familles, où est-ce qu'on voulait tenir compte tranquillement de leurs besoins de répit, d'être soutenu dans ce rôle-là. Ça a commencé à émerger dans ces premières politiques et plans d'action. Où est-ce que, en fait, cette idée aussi de travailler de concert, un peu plus en partenariat, ça a commencé à transparaître, en fait, dans les plans d'action, certaines mesures qui font partie de ces plans d'action-là depuis 2005, celui de 2015-2020 également. Donc, l'idée que ce soit au-delà d'être juste une alliance ponctuelle, qu'il y ait vraiment un partenariat au long cours, à travers l'idée que la famille, les proches ont aussi un parcours de rétablissement à travers celui quand ils accompagnent leurs proches atteints. Donc, de plus en plus, la famille, les proches prennent une place un peu plus prépondérante dans ces orientations-là, dans ces mesures-là. Puis plus récemment, la politique nationale, la première, là, pour les personnes proches aidantes, qui vient reconnaître davantage et donner, je vais vous dire, une crédibilité au savoir expérientiel là, des proches. Là, cette année, il y a un bon élan, je trouve, par rapport à ça. Puis dans cette politique-là, il y a un plan d'action qui en découle également, là, qui va un peu tracer le chemin pour les prochaines années. On va travailler encore plus de concert à travers cette politique et ce plan d'action. Il y a des lieux où est-ce que de plus en plus des personnes proches aidantes siègent, prennent des décisions, orientent des décisions. C'est vrai pour cette politique-là. Ce l'est aussi quand on est en train de travailler le plan d'action interministériel en santé mentale qui va paraître sous peu. Donc, cette idée que ce n'est pas juste une intention ou une volonté un peu floue ou vague, de plus en plus à chaque fois sur le plan politique, comme société, on se donne ça comme plan de match, que les familles y soient, que les proches y soient, puis que ça soit plus qu'une volonté d'engager, mais qu'on travaille vraiment ensemble. Dans la même veine, il y a des guides de pratique, autant sur le plan international que canadien. En tout cas, si on regarde ceux autour des premiers épisodes psychotiques, qui martèlent ce message-là également, de cette pertinence d'engager tôt dans le processus les familles dans l'intervention. Les programmes d'intervention pour premier épisode psychotique ont ce type de cadre de référence, de guide de pratique où est-ce
on met vraiment la famille puis les acteurs concernés là, au cœur des orientations dans les programmes d'intervention concrets. Donc, là aussi, c'est pas juste une idée floue ou un projet vague, c'est vraiment quelque chose de concret. Puis on le voit apparaître là, effectivement dans de plus en plus de guides d'intervention ou d'orientation, de plans directeurs pour reconnaître autant le rôle des proches que de voir un peu bien, comment ça peut se faire. Et le guide, dans le fond, qu'on vous présente aujourd'hui s'inscrit vraiment dans cette lignée-là, dans cette cohérence-là d'outiller et de montrer concrètement comment ça peut se faire au-delà de l'idée qu'on peut en avoir. Puis, dans l'idée en fait, qu'est-ce qui vient justifier l'idée d'engager les proches dans l'intervention, parce que c'est peut-être pas toujours quelque chose qui est si évident à faire pour plein de raisons qu'on va regarder avec le bout de présentation que Julie fait dans quelques minutes. Mais il y a d'abord l'idée que, comme Suzanne l'a illustré, juste en parlant en quelques minutes de son expérience, c'est exigeant d'exercer ce rôle de soutien-là. Puis ça, ben, c'est déjà une première bonne raison de se préoccuper des familles, des proches. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est un moment où est-ce que c'est trop lourd? Est-ce que c'est un moment où est-ce que j'ai besoin d'être soutenue, d'être un peu plus pris en charge, de pouvoir me reposer, travailler de concert avec une équipe? Ben, c'est partager les responsabilités. Donc, il y a quelque chose autour qu'il faut reconnaître comme intervenant, comme société, que c'est exigeant de faire ce rôle-là. Il y a plusieurs études qui ont été faites qui avaient regroupé cette idée-là derrière le concept de fardeau familial. Donc, l'idée qu'il y a une charge, ça ne se fait pas sans coût de prendre soin de quelqu'un qui est atteint d'un trouble mental. Donc, ça, il y a eu, oui, un élan pour le documenter à travers des travaux de recherche. Puis les premiers travaux de recherche, il faut que vous le sachiez, ça a été fait par des mamans qui avaient ce vécu-là avec leurs proches, avec quelqu'un dans leur entourage, puis qui ont décidé de développer ce pan de recherche-là pour guider puis apporter des connaissances nouvelles. Puis ça a beaucoup contribué à faire reconnaître ben, les besoins qui sont derrière le fait d'être un proche puis de vouloir contribuer à l'intervention. Puis il y a d'autres travaux aussi puis en fait, il faut avoir ça en tête aussi. Il y a des recherches qui l'ont documenté, mais prendre soin, ça fait partie d'une expérience de vie. Certains auront à le vivre, d'autres moins, d'autres plus, mais il y a quelque chose qu'il faut mettre dans une case de normalité. Ça fait partie de la vie, ces solidarités familiales-là. Puis encore plus peut-être quand c'est autour d'un trouble de santé mentale parce que, bon, c'est toujours un peu plus caché, la stigmatisation est encore là. Donc, prendre soin, ça existe, ça fait partie de la réalité de plusieurs. Puis, malgré qu'il y ait des moments difficiles, bien, de cette expérience-là, on peut en tirer quelque chose qui nous fait grandir, voire même de positif. Puis, on a besoin souvent, quand on est dans ce rôle-là, d'avoir des moments d'espoir, comme un gâteau forêt noire, c'est ça, Suzanne? Puis, de se dire que bien, aujourd'hui, c'était une bonne journée. Puis, comme intervenant, on a besoin aussi des fois d'en avoir des bonnes journées pour savoir encore l'énergie de soutenir ceux qui prennent soin. Fait que, donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient justifier ou qui vient nous remettre de l'avant pourquoi c'est pertinent d'engager les familles, ne serait-ce que pour prendre soin de ceux qui prennent soin. Voilà. J'ajouterais aussi, Marie-Hélène, si tu me permets, que ça a des effets aussi intergénérationnels. Tu sais, si je regarde, moi, dans ma propre famille, le fait qu'on a préservé le rôle de parrain et de mon oncle auprès de mes petites filles, parce que je suis grand-mère, ça fait que ces 3 jeunes filles-là, eux, n'ont pas cette approche de préjugés-là ou de stigmatisation. Ils ont un accueil inconditionnel envers même leurs amis qui présentent, je dirais, des comportements un petit peu plus marginaux ou autres. Donc, ça génère plus on est capable, dans le fond, de bien comprendre, d'expliquer, d'accueillir, plus ça a un effet domino sur, dans le fond, les générations du futur, mais par notre milieu familial. Puis la plupart du temps, tu sais, quand moi, j'ai commencé à faire l'historique de la maladie mentale dans ma propre famille, bien, j'ai été capable de voir ceux qui ont précédé, mais qu'on n'a pas géré de même, qu'on a rendu ma grand-mère responsable de l'état psychotique, dans le fond, d'un de mes oncles. Puis toute la façon dont ça s'était caché, il n'avait pas le droit de venir aux fêtes, il fallait qu'il reste dans sa chambre parce qu'il était trop bizarre. Tu sais, tous ces éléments-là, ben, c'est pas comme ça, moi, dans ma famille. C'est une famille ouverte, c'est une famille qui parle, c'est une famille qui communique. Même des fois, on en rit. Des fois, il y a des symptômes, ça fait juste rire, puis c'est pas grave. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est très
de transformation sociale d'une certaine façon, plus on est impliqué, tu sais. Je veux dire heureusement. Mm. Pour le mieux. Ah oui, je pense que dans ce rôle-là, on devient des meilleures personnes, des meilleurs humains. Hein, puis au final, c'est un peu tout ça qu'on vise Ouais. comme personne. Merci du complément. Merci à vous. Julie, je te passe le relais. Oui. En fait, un des messages qu'on voulait envoyer cet après-midi, c'est vraiment que dans le cadre lors d'un premier épisode psychotique, c'est vraiment incontournable d'impliquer les proches dans l'intervention. Je dirais dans la majorité des situations qu'on rencontre, la famille est la principale source de soutien. Les membres de l'entourage sont présents auprès du jeune, ils veulent l'aider, ils veulent comprendre aussi ce qui lui arrive. Donc, c'est important d'aller à la rencontre des proches aidants là, qui sont identifiés par le jeune. On sait aussi que souvent, l'engagement dans le traitement va débuter par l'entremise des proches. Donc, c'est souvent l'entourage qui va initier la demande d'aide auprès des divers services, que ce soit l'hôpital, les équipes PEP ou autres. Là. Aussi, il a été reconnu qu'il y a vraiment un avantage d'impliquer la famille avec les équipes de soins. Ça va favoriser la relation de collaboration entre le jeune et son équipe traitante. Puis ça va aussi, quand on collabore avec la famille puis qu'on fait un tout le monde ensemble, nous aider à renforcer puis à maintenir l'alliance thérapeutique qu'on souhaite développer avec les jeunes. Vers une reconnaissance accrue du rôle des familles et des membres de l'entourage. Je pense qu'on l'a vu à travers les politiques que Marie-Hélène nous a présentées. J'ai l'impression, en tout cas, j'espère qu'on n'a plus besoin de justifier l'implication des familles dans nos interventions. Puis par famille, là, tout au long de la présentation, on entend vraiment pas juste les parents, mais conjointes, l'entourage, la fratrie, les grands-parents, la famille élargie. Bref, toute personne qui est significative pour la personne, puis qui a à cœur son bien-être, là, ce que Mme Péloquin nous a bien illustré, là, oui. On souhaitait présenter des courbes de rétablissement. En fait, ça, c'est issu d'une présentation qu'on avait eue ici à l'Institut par Marianne Farkas, qui présentait le processus de rétablissement des usagers. Puis quand je l'ai vu, ça m'a parlé beaucoup, moi, puis je me suis dit, bien, dans le fond, comme nos jeunes, les familles aussi vont vivre un processus de rétablissement. Puis il n'y a pas de façon unique de réagir, que ce soit face aux symptômes psychotiques, l'évolution de la maladie, des fois, qui n'est pas toujours pareil d'un jeune à l'autre, l'annonce du diagnostic. Donc, tout comme nos jeunes, parfois, les proches aidants vont vivre des hauts, vont vivre des bas. Mais ce que j'aime du graphique, c'est que nos courbes ne sont pas linéaires. Puis, ce que ça montre aussi, c'est que les familles ne vont pas toujours mal. Il y a des moments où ça va bien. Puis, c'est notre rôle aussi, comme intervenant, de les accompagner autant dans les beaux moments que les moments plus difficiles. Puis, ce qu'il faut retenir aussi de ces courbes-là, c'est que nos courbes sont tous ascendantes. Donc, dans le processus de rétablissement, il y a quelque chose qui est évolutif et qui va vers le mieux. Démystifier l'intervention familiale, en fait, des fois, je l'entends aussi chez des jeunes collègues ou peu importe, des fois, ça peut avoir l'air super complexe de travailler avec les familles, d'aller à la rencontre de la famille. Il peut y avoir certaines craintes aussi d'inconfort à faire de l'intervention familiale. Puis l'idée, c'était vraiment de démystifier que par intervention familiale, il ne faut pas viser quelque chose qui s'apparente à la thérapie familiale. Il y a vraiment une gradation de services qu'on peut offrir aux membres de l'entourage. Puis le premier niveau qui des fois est suffisant pour les gens qu'on rencontre, c'est vraiment de créer un lien avec les proches aidants, prendre contact avec eux, évaluer leurs besoins ou évaluer si c'est eux qui viennent vers nous, bien, c'est quoi la demande d'aide? Puis souvent, cette connexion-là, je dirais, peut faire vraiment toute la différence sur le bien-être des membres de l'entourage, qu'on soit allé au-devant de leurs besoins puis qu'on ait pris un contact avec eux. Le deuxième niveau, on parle d'éducation générale, c'est donner de l'info à la famille, répondre à leurs questions, écouter leurs préoccupations. Puis par après, on va là, de façon plus spécifique vers des interventions d'éducation psychologique qui visent à aider l'entourage à développer des outils pour faire face à la maladie ou des fois à ses répercussions, ses manifestations, développer des stratégies de résolution de problèmes, faire de l'enseignement aussi sur la psychose.
je vous dirais que ça fait partie des services de base, là, nos 3 premiers niveaux qui vont être offerts dans tous les programmes premier épisode psychotique. Puis après, vers le haut de notre pyramide, on est plus dans des interventions, là, des besoins plus spécifiques, interventions vraiment plus spécialisées qui sont honnêtement rarement requises par nos familles. Souvent, quand on parle de la base et qu'on les écoute, qu'on répond à leurs besoins, bien, c'est amplement suffisant et satisfaisant et bénéfique pour les membres de l'entourage. J'ajouterais aussi, Julie, si tu me permets, que lorsqu'on commence à aller chercher des services, c'est aussi important de nous mettre en contact avec tous les services qui existent dans la communauté. C'est bien comprendre, par exemple, qu'il existe des organismes pour l'entourage, mais aussi d'autres organismes communautaires au niveau, par exemple, de l'aide alimentaire ou autre. Souvent, ça aussi, c'est rassurant parce que ça fait qu'on ne se sent pas toute seule, justement, avec le fardeau de répondre aux besoins de notre enfant, dont nous-mêmes, on est en adaptation, hein, parce que j'ai tout le temps dit que s'il y a quelque chose qui m'a marqué, du moins quand c'est Gabriel que ça a commencé, j'avais l'impression qu'il fallait que je réapprenne le langage. Tu sais. J'avais l'impression qu'on ne parlait plus français, on ne parlait plus la même langue, qu'il fallait que je réapprenne une autre façon de communiquer avec lui. Fait que ça me rassurait de savoir qu'il n'était pas lâché seul, tu sais, qu'il y avait d'autres ancrages que moi qui étais en train de prendre un cours de langage, de la langue, la langue, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, finalement, c'est une belle langue. On reconnaît aussi, merci beaucoup pour l'appui à notre concept plus théorique. Là, ça vient vraiment appuyer concrètement le vécu de l'entourage. Puis, on voulait vous présenter certains avantages à l'intervention familiale pour ceux qui ne seraient pas tout à fait convaincus. Donc, on reconnaît des avantages assurément qui sont directement pour la famille et les proches. C'est sûr que quand on va à la rencontre de la famille, bien, ça permet de les informer sur les services qu'on propose à leurs jeunes, l'évolution du traitement. Ça va augmenter la satisfaction qu'ils vont avoir concernant les services parce qu'ils vont comprendre notre offre de service, vont comprendre de quelle façon on accompagne le jeune là, qui bénéficie de nos services. L'impact que je vois aussi, c'est que ça permet une meilleure compréhension du diagnostic des traitements. Puis quand l'entourage comprend mieux, bien, ils se sentent aussi plus compétents à accompagner la personne atteinte puis à faire face, à composer avec la psychose et ses manifestations. On va aussi viser à développer des outils. Là, dans le jargon clinique, on parle de stratégies d'adaptation là, pour composer avec la maladie. Puis, je trouve aussi que ça permet, quand on rencontre l'entourage, les proches aidants, de leur offrir un espace avec l'équipe pour parler du vécu comme proche aidant, puis vraiment de se sentir à la fois compris, soutenu, puis écouté par l'équipe clinique. Pour le jeune, il y a des avantages pour la famille et le proche. On en voit aussi pour la personne atteinte, là, pour le jeune. Je peux te donner des exemples, Julie, de comment ça a été bon pour moi oui, assurément. Ben oui, j'attendais. On peut revenir en arrière, Annie. Merci. Alors, moi, j'ai la chance dans toute mon histoire, comme je vous dis, j'ai un CV d'accompagnement de 20 ans. J'ai la chance que Notre-Dame-de-Victoire était en train de faire ses premiers pas. Donc, j'ai connu l'offre de services qui se mettait en place avant qu'il y ait un grand réseau qui regroupe les Notre-Dame-de-Victoire et Verseau d'Or et compagnie là, du Québec. Et je vais toujours me rappeler la première fois que j'ai eu accès au groupe psychoéducatif. Pour moi, ça a été un moment marquant dans ma famille parce que le papa et moi, on n'avait pas la même vision de définir la maladie mentale. Et donc, dans ce contexte-là, on n'intervenait pas de la même façon. Lui était plutôt dans c'est une manifestation normale, un peu ésotérique et ça va passer. Puis moi, j'étais plutôt, vu que j'ai un profil de formation de travailleuse sociale, à regarder que là, l'intervention était épouvantable puis ça allait dégénérer. Fait qu'on était deux extrêmes. Et lorsqu'on est allé à cette formation-là et que là, de façon objective, on nous présente des données, on nous présente la définition de la maladie, les symptômes, etc., c'était le premier moment où on est reparti d'une rencontre en se regardant les yeux dans les yeux. OK, il faut faire équipe ensemble. Fait que
le fait de nous offrir effectivement l'opportunité d'être accueillis, l'opportunité d'expliquer nos besoins, de nous donner de l'information, fait en sorte qu'on renforce la compétence familiale qui était là avant. Parce qu'avant cette situation-là, je ne pouvais peut-être pas toujours m'entendre avec le papa, mais la plupart du temps, on réussissait. Mais là, on ne réussissait plus parce qu'on était toutes les deux dans des paradigmes complètement à l'opposé. Fait que ça a été vraiment marquant. Et ça l'a vraiment eu pour effet qu'après, on a été capable de composer avec nos personnalités parce qu'il n'a pas abordé ça. Puis 20 ans plus tard, il ne l'aborde pas de la même façon que moi. On ne s'est pas engagé de la même chose, mais au moins, on est dans la même situation ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et ça a eu aussi des effets très mobilisateurs pour ma fille Karine, qui est considérée par ses frères comme étant, la plupart du temps, la personne la plus significative maintenant. Tu sais, elle nous a déclassés. Je veux dire, c'est elle qui est vue par mes fils comme étant une personne très, très significative à leurs yeux. Puis merci, ce partage-là, je trouve, démontre bien à la fois qu'il y a eu des avantages pour vous puis le père de vos fils, mais ça a des retombées aussi pour la personne, pour le jeune. Finalement, les retombées sont pour toute la famille. Donc, ça a assurément permis, tu sais, comme la première puce, d'offrir un environnement familial qui était sécurisant pour le jeune, qui est soutenant aussi, qui est cohérent, j'ai envie d'ajouter. C'est sûr aussi, je l'ai dit d'entrée de jeu, l'intervention familiale va nous aider à renforcer l'alliance qu'on va avoir avec le jeune quand l'alliance est forte avec la famille. Puis je le vois cliniquement, tu sais, quand la famille a confiance en nous, puis dit au jeune, appelle Julie, appelle ton intervenant, tu peux avoir confiance, moi j'ai confiance. Bien, il y a quelque chose qui renforce le lien qu'on souhaite créer avec les jeunes dans nos services. Rapidement, c'est sûr que de collaborer avec la famille, l'impact que je vois aussi pour le jeune, c'est que ça favorise l'adhésion au traitement pharmacologique, traitements psychosociaux aussi, j'ai envie d'ajouter. Ça va nous aider à dépister les signes avant-coureurs de rechute, donc de travailler en prévention d'une situation qui pourrait se détériorer, puis faire en sorte de prévenir. Je pense que c'est ce qu'on souhaite aussi par nos interventions, c'est prévenir des conséquences qui pourraient être dommages ou des conséquences qui pourraient être négatives, des pertes là, associées à soit un épisode psychotique ou une résurgence de symptômes. Le fait d'établir des liens dès le début aussi, ça fait que lorsqu'il arrive justement une situation de crise, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a déjà eu un lien avec l'intervenante, je pense, dans une situation où il y a un refus de collaboration au traitement, puis que tu veux éviter peut-être l'utilisation de la P38 ou une hospitalisation contre le gré de la personne. Je me souviens d'une longue période avec Sophie Dulon, dont j'ai vu le nom passer tantôt, qui est une intervenante très significative qui avait une approche A1 avec moi. Le nombre de fois qu'on a fait des choses ensemble afin d'éviter de précipiter, dans le fond, des interventions qui auraient nui, dans le fond, à mon deuxième fils, parce que l'adhésion, dans le fond, au traitement était tellement mince que si on n'intervenait pas bien, on l'aurait perdu encore plus, puis sa situation se serait détériorée davantage. Fait que ça aussi, l'implication fait en sorte que moi, je pouvais transmettre de l'info. Elle, par en arrière, elle intervenait sans dire que je l'avais appelée. On faisait équipe dans ce sens-là. Puis quand moi, j'allais le voir, pourquoi tu n'appelles pas Sophie? Puis pourquoi tu ne fais pas ci? Puis bon, fait que ça paraît pas, mais c'est ce qui faisait qu'en bout de ligne, il y avait, je dirais, une mobilisation à nouveau de la personne face à sa maladie, il se remettait dans le fond dans le cheminement de reprendre en charge ce qu'il vivait. Puis quand ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ne vont pas bien, ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux autres, ils vont bien. Fait que c'est là qu'on devient un filet intéressant de sécurité pour nos enfants, puis vos patients que vous aimez aussi. Je veux dire, on ne parle pas de ça sur le plan professionnel, mais il y a beaucoup d'amour dans nos interventions, que ce soit comme proche, comme intervenante, comme chercheur ou comme psychiatre. Il y a de l'amour là-dedans. Tout à fait, je suis tout à fait en accord. Puis, l'idée aussi, c'est que des fois, c'est
on souhaite collaborer, la volonté est là, tout le monde s'entend sur le bien fondé, mais des fois, c'est cliniquement par où je commence, comment je peux favoriser une réelle collaboration avec les proches. Premièrement, puis Mme Péloquin, vous m'avez enlevé les mots de la bouche, mais c'est vraiment important de reconnaître l'expertise des proches. Je le dis souvent, on connaît la psychose dans les équipes PEP, on peut se placer dans une position d'expert face aux troubles psychotiques, mais les proches aidants, l'entourage, c'est les experts du jeune, ils les connaissent beaucoup mieux que nous. Donc, c'est important d'entrée de jeu de leur remettre cette expertise-là, puis qu'ils sentent aussi qu'on leur raccorde cette reconnaissance-là au terme d'expertise. Travailler avec les forces des proches aidants, donc de ne pas hésiter comme intervenant, si vous êtes intervenant, à questionner la famille, puis à les inviter à nommer qu'est-ce qui, dans le passé, a bien fonctionné, qu'est-ce qui mobilise la famille, qui ont mis de l'avant pour faire en sorte que la situation aille mieux, que tout le monde se sente mieux face à un défi ou une situation plus difficile. Donc, de partir de ce qui a déjà bien fonctionné pour eux et le remettre de l'avant face à l'épisode psychotique ou une conséquence qui découlerait de la psychose. De ne pas hésiter à devancer leurs besoins, donc de relancer les familles, d'aller au-devant d'un appel téléphonique où ça ne va pas bien pour justement prévenir des situations problématiques. Puis je constate que souvent, nos familles ont peur de déranger, ont peur d'appeler, des fois, ils n'osent pas. Puis ce que j'aime dire, c'est de se poser la question, est-ce que je devrais appeler mon intervenant? Bien, c'est d'y répondre. La réponse, c'est oui, il ne faut pas hésiter à le faire. Je suis assurée, je parle pour tous les intervenants des programmes PEP, vous ne dérangerez pas les intervenants en les appelant. Puis quand on finit par conclure puis se dire que ça va bien, bien, on est content, puis c'est correct aussi. On n'a pas à se parler simplement quand ça va moins bien. Miser sur une relation égalitaire non utilitaire, je fais référence au fait que la communication entre l'équipe traitante et l'entourage doit être bidirectionnelle. Je trouve nos familles énormément généreuses dans l'information qu'ils nous donnent, dans le partage de ce qu'ils observent dans le quotidien. C'est important, nous aussi, de se mettre dans une position de dénouer certains enjeux qui nous permettent de leur donner de l'information sur comment ça va, notre perception de la situation, comment évolue aussi le suivi. Important de reconnaître, d'accueillir leur souffrance, donc de permettre de la nommer, de laisser un espace aussi pour ventiler sur leur vécu, puis respecter leur rythme avant de se mettre tout de suite en mode problème-solution, là, juste de se donner un espace où on écoute, puis on est attentif aux besoins des familles. Je reprends le relais parce qu'on parle de collaboration, vous le voyez, vous l'entendez. Dans le fond, je reviens avec l'idée de c'est quoi, en fait, qu'il y a comme ingrédient dans cette fameuse collaboration-là. Je m'étais intéressée d'un peu plus près à cette idée de collaboration avec les familles dans une clinique PEP quand j'ai fait ma thèse de doctorat à Notre-Dame-des-Victoires. Puis, c'est ça, j'avais questionné 58 parents autour de ces questions de qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient qui fait que ça fonctionne quand on veut collaborer sur le plan clinique. Puis Julie en parlait dans les commentaires, ou même Suzanne avec son expérience en naviguant dans le système depuis nombreuses années. Fait que je vous les illustre avec des petites images très simplement, mais des fois, les images, ça vaut 1000 mots. Donc, la première, les petits bonhommes qui se tiennent par la main. Toute l'idée de l'alliance thérapeutique, en fait, qui est un enjeu, qui est un ingrédient magique, le premier, dans la collaboration. En fait, une alliance qui se crée comment? Souvent, c'est dans du savoir-être, c'est dans la manière qu'on va être dans une position d'ouverture, d'accueil par rapport aux proches aidants, aux familles. Donc, on l'entend dans l'expérience de Suzanne, comment ça a pu faire une différence dans ce que Julie amène aussi. Donc, c'est tout un savoir-être d'ouverture, d'accueil qui permet de créer l'alliance thérapeutique, mais une alliance qui n'est pas juste avec la famille, qui va être aussi une double, une triple alliance thérapeutique, parce que quand on va vouloir créer des liens avec la famille, on va vouloir aussi conserver nos liens comme intervenants avec le jeune. On va être plusieurs intervenants, fait qu'on a des alliances aussi à créer entre nous. Donc, c'est ce que ça illustre un petit peu nos petits bonhommes là, qui se tiennent par la main, puis l'imbrication des morceaux de casse-tête, parce que c'est l'idée que ce soit complémentaire, puis qu'on soit en alliance tous ensemble, mais qu'il y a quand même dans cet ingrédient-là des défis de conserver l'alliance autant avec le jeune quand on est en train de créer une alliance avec sa famille, notamment. Donc, là, c'est un premier ingrédient. Un autre ingrédient, le sablier, en fait, c'est que tout ça, ça se fait avec, ça prend du temps faire ça.
du temps qui est souvent pas le même que celui qu'on va définir pour un épisode de soins ou la durée d'une rencontre type, ou qui n'est pas trop dans des standards ISO 2000 ou Lean de nos pratiques sur le terrain clinique. Donc, prendre le temps de vouloir collaborer, il faut y mettre le temps. Fait que un des ingrédients magiques, c'est quand même d'y mettre le temps qu'il faut. Puis aussi, dans l'esprit du temps, il y a l'affaire des fois, ce n'est pas un bon moment. Des fois, ça n'a pas fonctionné qu'on soit en train de vouloir créer une alliance thérapeutique. Ce n'était pas le bon moment pour le jeune, ce n'était pas le bon moment pour la famille qui n'était pas prête à ça tout de suite. C'est particulièrement vrai quand on est dans l'émergence d'un trouble psychotique. Donc, l'idée que le temps va faire son œuvre aussi, là, si ce n'était pas le bon moment, ça n'a pas connecté comme il faut avec la famille la première fois que je les ai appelés, ben peut-être que dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois, il y aura quelque chose qui fera que le temps sera plus opportun pour créer ce type d'alliance-là. Donc, de jouer avec ça, avec le temps, ça peut être intéressant. Puis de ne pas s'arrêter à la première, au premier moment où est-ce que ça a le moins bien connecté. Les petites mains en dessous du sablier, en fait, c'est toute l'idée de l'esprit du travail collaboratif, où est-ce que là, on met tous et toutes, peu importe le savoir ou l'expertise qu'on amène dans la situation. Si je suis un parent, si je suis un intervenant, si je suis le jeune qui vit la situation, l'idée qu'on doit vraiment partager la responsabilité de cette situation-là. On doit pouvoir tous être entendus, peu importe le véhicule, la position qu'on a dans la situation, puis on doit tous pouvoir influencer le plan d'intervention, les orientations de l'intervention, qu'on ait toute une crédibilité. La personne, le jeune qui le vit, a sa propre vérité ou sa propre expérience par rapport à ça. La famille, plus, a aussi sa propre vérité et expérience. Puis tout ça, au final, si on le partage, si on le met sur la table ensemble, on va trouver des formes même créatives de faire avec une situation qui n'est vraiment pas évidente. Puis on va peut-être réussir à partager le poids des décisions qu'on va prendre dans le plan d'intervention. Donc, ce n'est plus l'intervenant tout seul avec son savoir qui a apporté ça seul. Non, on le partage ensemble parce qu'on l'a travaillé ensemble. Puis à travers ça, on rend crédible les autres formes d'expérience, les autres formes de savoir. Donc, l'idée que tout le monde peut mettre la main à la pâte. L'image du tandem que j'affectionne particulièrement, je pense que je la présente souvent, cette image-là, mais elle parle beaucoup. En fait, elle incarne l'idée de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si on fait tandem, là, dans ce cas-ci, exemple, l'intervenant et le proche sur le même vélo en tandem, on doit se parler. On doit pédaler à la même cadence, au même rythme ou à peu près, si on veut se rendre à destination. On doit se dire si on change de destination ou d'orientation. On doit se tenir au courant de façon très, très proximale. On doit se communiquer ces changements-là de direction ou d'orientation, par exemple, dans l'intervention. Idéalement, il faut rouler en regardant tout dans le même sens, hein, évidemment. C'est un peu l'idée de la collaboration. Puis, il y a aussi l'idée que la famille peut parfois être en avant pour guider ce qui se passe pour la personne atteinte, donner de l'information, tout ça. Puis des fois, elle peut aussi avoir besoin d'être assise sur le siège en arrière pour se laisser porter un petit peu plus parce que là, elle sent qu'elle a moins d'énergie, elle sent qu'il y a un essoufflement, que c'est plus lourd à porter. Donc, l'idée qu'on peut changer de place sur le vélo, je trouve ça intéressant aussi comme image, puis qu'on dose, dans le fond, autant la vitesse du vélo, l'énergie qu'on veut y mettre selon, comment on se sent dans le moment, parce qu'il y a des périodes aussi où est-ce que les familles, des fois, ont juste besoin de se laisser guider. C'est très bien ainsi. On ne peut pas, comme intervenant, leur en demander plus. Ils font déjà beaucoup. Puis, ultimement, le dernier ingrédient, non le moindre, puis Julie va plus l'aborder en détail, c'est l'idée de communication. En fait, on a glissé un mot depuis tout à l'heure. Bon, premièrement, si on veut réellement collaborer, on ne peut pas parler un langage qu'on ne se comprend pas. Suzanne disait, j'ai eu à réapprendre tout un langage. On ne peut pas être dans un jargon obscur si on veut travailler avec les familles en intervention. Il faut parler le même langage ou apprendre, en tout cas, se donner un lexique ou un vocabulaire commun. Puis, cette information-là qu'on veut se partager, toujours dans le bénéfice pour le mieux-être de la personne atteinte, il faut être capable de se la donner dans les deux sens, de façon un petit peu plus partagée dans les deux directions. Puis, on a tout un champ à respecter autour des lois de protection de la vie privée, de la confidentialité. Puis, c'est ça qui fait que souvent,
ce nœud-là, il est important. C'est un des principes. En fait, c'est le gros nœud à collaborer avec les familles parce que malgré qu'on y croit, malgré qu'on y mette le temps, souvent, c'est cet aspect de partage d'informations et des notions de confidentialité qui nous freinent. Alors, de plus en plus, on essaie de trouver des façons différentes et respectueuses autant des lois de faire ça, de se partager de l'information. Puis, en fait, c'est là-dessus que Julie va poursuivre parce qu'on trouvait que c'était important d'adresser là, ce bout-là, ce défi-là, finalement, de la collaboration. Merci. Je pense que tu l'as bien dit. Pour nous, l'enjeu de la confidentialité, c'était incontournable de l'aborder avec vous cet après-midi. Puis, dans le guide qu'Annie va vous présenter dans quelques minutes, là, c'est aussi quelque chose qui est repris parce que ça fait partie d'enjeux à travers lesquels on doit naviguer dans notre offre de service. Rapidement, je ne les reprendrai pas un à un, mais les enjeux vont être différents selon le rôle qu'on a, selon le rôle qu'on a, oui, finalement. C'est sûr que pour la personne, on cherche toujours à respecter son autonomie décisionnelle dans le consentement à la communication. Puis des fois aussi, la personne va refuser qu'on parle à ses proches parce qu'il est dans une période où ça va moins bien. Est-ce qu'il y a plus de méfiance, plus de paranoïa? Donc, des fois, c'est une question un peu de timing qui fait en sorte qu'on se bute là, à l'enjeu de la confidentialité. Pour les intervenants, c'est sûr qu'il y a une alliance à préserver avec le jeune. Donc, des fois, si je parle à sa famille, est-ce que ça va briser mon alliance? Tu sais, c'est des préoccupations que les intervenants nous partagent. Il y en a certains qui ont un inconfort au niveau de l'intervention familiale parce qu'ils ne proviennent pas qui n'ont pas une formation académique là, qui est habituellement formée ou reconnue comme offrant de l'intervention familiale. Puis, c'est sûr que cette règle de confidentialité-là, quand on l'exprime à la famille ou que la famille se bute à des phrases, dans le système de soins en général, je ne peux pas vous parler, c'est confidentiel, je n'ai pas l'autorisation, on le voit à l'écran, ça va amener un isolement des proches, sentiment d'impuissance, frustration puis incompréhension aussi par rapport aux soins puis aux services qu'on offre aux jeunes. Puis tout ça, ça crée un manque de cohérence entre l'équipe, le proche aidant, le jeune. C'est sûr, le fait qu'on ne se parle pas et qu'on soit pris dans ces enjeux-là, mais ça a assurément un impact clinique sur notre offre de service, alors que ce n'est pas ça qu'on veut personne, puis qu'on a tous le même but commun, c'est le bien-être du jeune. Là. Donc, en rafale, des trucs qui sont tirés de notre expérience clinique là, dans mon équipe PEP à la CNDV pour favoriser l'obtention du consentement à communiquer avec les proches. On tente le plus possible d'inviter la famille dès le début du suivi. Ils vont être présents lors de la première rencontre avec le psychiatre puis l'intervenant principal. On va souvent faire un petit bout avec le jeune seul comme jeune adulte. Puis par la suite, la famille va se joindre en temps deux de la rencontre. On va expliquer devant le jeune et ses proches la pertinence d'impliquer la famille dans nos suivis. On va beaucoup utiliser les informations que je vous ai présentées précédemment. Dès la première rencontre, on va demander l'autorisation à la communication. C'est un consentement verbal qui va être colligé au dossier, qui a autant de valeur qu'un consentement écrit signé. On va expliquer la nature et le but des échanges. Tu sais, quand le jeune, on lui explique comme il faut quel genre d'informations on va donner à sa famille, quelle info est pertinente aussi à transmettre à la famille dans l'offre de service général versus qui travaille en psychothérapie. C'est pas pareil non plus quand il sait ce à quoi il consent. Donc, on balise bien quel type de partage, quel type d'information on va partager. Souvent, notre rôle va être de rassurer les proches aussi. Moi, c'est souvent ce que je leur dis. Quand je parle à ta famille, ça les rassure, puis ça peut améliorer votre relation. Puis surtout de vérifier, qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'on dise. Je vous dirais qu'ils se sentent respectés et écoutés aussi quand on vérifie avec eux, qu'est-ce que tu ne veux pas que j'aborde? C'est sûr, des fois, ça nous met dans des positions délicates, mais au moins, il n'y a pas de rupture de communication, puis on ne se bute pas à l'enjeu de confidentialité. Important d'expliquer le rôle de chacun aussi, c'est qui, des fois on est des grosses équipes, c'est qui dans l'équipe qui va parler à tes proches, dans quel contexte on va le faire, ça peut faire toute la différence sur l'obtention ou non d'échanger du consentement à l'information.
Et finalement, des petites pistes de solutions qu'on souhaitait partager, soit pour ceux qui travaillent auprès des membres de l'entourage, ou si vous êtes un membre, un proche aidant, puis que votre jeune refuse que vous vous impliquiez, bien, c'est sûr que dans un premier temps, on n'argumentera pas à outrance. C'est important de respecter ses raisons. Puis nous, comme intervenants, bien, de redemander en cours de suivi, ou vous comme famille aussi, bien, es-tu d'accord que j'appelle ta travailleuse sociale ou ton intervenant? Le consentement, il peut être évolutif dans le temps. Puis ce que je vois aussi souvent, c'est que le respect puis le lien de confiance aussi qu'on va développer avec le jeune peut faire la différence à avoir un oui ou un non. Utiliser le psychiatre ou un intervenant significatif, je fais vraiment référence au fait, des fois, la personne peut malheureusement refuser aux proches qu'elle communique avec l'équipe, mais quand nous, comme équipe, on présente pourquoi on veut le faire, puis comme je disais, qu'on balise bien ce à quoi la personne consent, encore là, ça peut aider à obtenir l'autorisation. Encourager la famille à discuter de son souhait d'être impliqué. Dites-lui l'aide que vous souhaitez lui offrir, le soutenir dans son rétablissement. Puis s'il est d'accord que vous parlez à l'équipe, ben, c'est toujours le fun que ce soit le jeune qui nous avise aussi, là, donc que ça vienne de lui, là, qui est à l'aise qu'on communique avec les proches aidants. Puis si malheureusement, il y a vraiment un refus non négociable de communication avec l'entourage, bien, de ne pas hésiter comme famille à poser des questions à caractère non confidentiel. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va apprendre si je parle de psychose, de trucs, d'attitudes aidantes? De toute façon, souvent, vous le savez, on le sait que le jeune est suivi dans une équipe FEP, donc on peut quand même donner de l'information non confidentielle, puis de ne pas hésiter à transmettre de l'information aussi si malheureusement on ne peut pas en donner, que ce soit par un appel téléphonique, une lettre, d'oser aller s'asseoir dans une salle d'attente, puis je termine là-dessus. Moi, je dis toujours qu'une famille qui est assise dans une salle d'attente, c'est une famille qui a quelque chose à nous dire, puis c'est important d'aller à sa rencontre puis de l'écouter. Donc, d'oser aller dans nos salles d'attente. Merci, Julie. Je m'excuse, Annie, il vous reste à peu près une dizaine de minutes avant la période de questions. Super, parfait. Je pense qu'on est dans les temps. J'avais prévu parler pendant 10 minutes. Donc, merci à vous trois, les filles. Donc, je vais vous parler du projet de guide là, pour réunir les bonnes pratiques. Puis, en fait, sachez qu'on vous en parle depuis le début, là, sans vous l'avoir dit. Ce que les trois personnes, ce que Julie, Suzanne et Marie-Hélène vous ont dit, vous ont raconté, ça se retrouve tout dans le guide. On ne vous l'avait pas dit. Mais en fait, ça se retrouve tout là. Puis, ce document-là, ce guide-là, de bonnes pratiques, bien, il a été construit à l'intention des intervenants, des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, mais assurément qu'il pourra avoir aussi une portée plus grande pour intéresser d'autres types d'intervenants. Il sera apparaître au printemps 2022, puis là, bien, il commence à être plutôt costaud, donc il va être dans une version interactive, heureusement, donc ça va être un format qui est plutôt agréable à consulter. Donc, ce projet-là, il date là, depuis mars 2019, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Il a été mené aussi de la capitale nationale, puis réalisé avec nombre de partenaires, je dirais vraiment plusieurs personnes. Au début, Dr. Roy disait que ça a été un bon exercice de concertation. Bien, effectivement, parce que mon rôle à moi là-dedans, c'était de tenir le crayon. Mais c'était d'entendre, surtout, d'entendre, d'écouter puis de traduire l'expérience dans des mots compréhensibles, vulgarisés. Donc, j'ai entendu, je dirais, 50-60 personnes me parler de qu'est-ce que c'était pour eux les bonnes pratiques pour impliquer les proches, les familles dans l'intervention. Donc, je dirais, à chaque fois, c'était différent, c'était enrichissant. Puis, somme toute, c'était très cohérent ce que j'entendais. Il y avait très peu de choses qui allaient en confrontation. Les gens allaient assez dans le même sens. Donc, le guide, bien humblement, là, se donne vraiment le défi de faire un petit pas pour changer les mentalités, changer la culture dans l'intervention, dans le champ de la santé mentale, pour aller vraiment un peu plus vers les familles, les proches, mieux les impliquer dans l'intervention. Je vous en ai parlé un petit peu, là, comment ont été identifiées les bonnes pratiques. Bien, j'ai rencontré plein de gens, puis là, je vais vous donner des petits cues pour le mot-clé qu'on cherche à vous faire deviner, puis
je vous dis tout de suite au modérateur, pas besoin de l'écrire dans le chat parce que je pense qu'on est presque 300, là, je pense que ça va être assez désagréable. Mais retenez-le dans votre tête. Mais en fait, comment on a identifié les bonnes pratiques? C'est qu'on est allé chercher plein de savoirs. Okay? Puis on est allé chercher le savoir scientifique, le savoir clinique, le savoir expérientiel, même le savoir administratif puis organisationnel, parce que tout ne repose pas sur le dos des intervenants, il faut le dire aussi. Hein. Il y a aussi l'organisation puis l'environnement dans lequel ils travaillent qui doit les accompagner pour mettre en place les pratiques. On a parlé aussi, là, dire qu'on a parlé à des éthiciens, des avocats qui nous ont fait réfléchir pour que les pratiques qui sont proposées soient toujours dans le respect des droits puis soient éthiques avec tout le monde là, qui sont impliqués dans cette concertation-là qu'on fait. Bon, je vous dis un petit mot sur... en fait, ce qui aurait été l'idéal, ça aurait été de vous le présenter, le guide, le format interactif, ça aurait été vraiment génial, mais il n'est pas encore prêt. Alors, je vais vous parler un peu de son contenu, comment il est divisé. Donc, essentiellement, le guide est divisé en 3 sections. La première étant plus les fondements théoriques, les bases sur lesquelles on s'appuie. La deuxième étant les pratiques cliniques. Donc, on s'adresse ici vraiment plus à l'intervenant. Puis la 3e partie, on s'adresse plus aux gestionnaires et aux établissements, donc la partie plus organisationnelle. Je vais vous parler un petit peu plus de la 2e partie qui est celle sur les pratiques cliniques, où là, on a essayé, vu qu'on savait, on s'adressait à des intervenants qui veulent des outils concrets, pratico-pratiques. Donc, on est allé avec des formats de fiches sur différents thèmes de l'intervention où il y a du contenu théorique, du contenu pratique pour les aider à mieux, à savoir quoi faire dans différentes situations lorsqu'ils doivent impliquer les proches. Donc, vous voyez les 3 petites bulles là, sur la diapo. Il y a 3 mots. 3 mots qui sont considérés, outils et intégrés. Rapidement, je fais la petite histoire de d'où viennent ces mots-là. Je vous disais tantôt qu'on a rencontré donc plusieurs personnes dans le processus d'écriture, de rédaction du guide. Puis, on rencontrait, entre autres, des membres de l'entourage. Puis, dans les entrevues, les entretiens, la dernière question, c'était souvent, si on pouvait faire une chose, un changement dans le réseau de la santé pour que vous soyez mieux impliqués dans les soins et services, ça serait quoi? Là, évidemment, on a eu plein de bonnes réponses, on en a eu plein. Puis, il y en a une qui a vraiment retenu notre attention. Puis, c'est une maman qui nous a dit, première chose, il faut les identifier. Premièrement, effectivement. Mais après ça, elle nous a sorti ces 3 verbes-là, considérer, outiller et intégrer. Puis là, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une source, je vous dirais. Puis on a vraiment repris ça pour classer les pistes d'intervention, les pratiques en fonction de ces 3 besoins-là qui, somme toute, résumaient très bien les 3 principaux besoins des proches et des familles. Donc, je vais vous parler un petit peu des 3. Je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça contient. Puis ça va vous donner sans voir le guide, au moins, ça va vous donner une idée là, de qu'est-ce qu'on entend, par exemple, par considérer. Donc, c'est considérer les proches dès les premiers contacts avec les services, les reconnaître dans leur rôle, leurs émotions et leur savoir. Donc, on le nomme depuis le début de notre conférence. Donc, il y a des proches qui nous ont dit la bienveillance envers nous, c'est important. Ça nous aide à laisser de côté l'hypervigilance. C'est comme si quelqu'un nous disait, c'est correct qu'on s'en occupe, vous pouvez prendre une pause. Donc, c'est ça, considérer. Puis, aussi, il y a un autre proche qui nous a dit, avant que la personne rentre en hospitalisation, on est plus fragile parce que ça fait des semaines et des mois qu'on s'inquiète et qu'on se soutient. On s'épuise. Quand la personne rentre à l'hôpital, on est épuisé et on est fragile. Donc, ça fait appel au savoir-être, je vous dirais, envers les proches, de considérer ce qu'ils vivent, les étapes qu'ils traversent, qui sont peut-être sont fatigués, sont peut-être épuisés, ils ont des besoins. Peut-être que des fois, la communication va être difficile avec eux, mais c'est peut-être juste l'expression d'une souffrance, d'un épuisement, puis on ne le sait plus comment, on ne sait plus. Peut-être que des fois, ils vont avoir besoin de se retirer momentanément, mais ça ne veut pas dire qu'il faut briser les liens. Fait que, bref, dans Considérer, il y a plein de fiches qui donnent des pistes d'intervention sur le savoir-être, je vous dirais, puis le lien, puis l'empathie, puis comment maintenir l'espèce de filet de sécurité avec les proches, puis avec la personne aussi. Maintenant, la 2e bulle qui est intégrée. Puis là, c'est comment on intègre les proches dans les soins et services tout en respectant la volonté de l'usager. Puis on parle d'une intégration, d'une contribution concrète là, aux soins et services. Puis là, évidemment, on fait référence à toute la question de la confidentialité là, dont on vous a parlé juste avant.
Donc, je voulais 2 petites citations pour exprimer ça. Donc, il faut qu'ils, en parlant des intervenants, se rendent compte qu'il y a un besoin autant pour l'usager que pour la famille de se réunir les deux ensemble pour qu'il y ait un consensus et qu'on se comprenne, pour qu'on parle le même langage. Bien, ici, c'est une personne en rétablissement qui le nommait, mais je trouve que ça image très bien ce que tu racontais tantôt, Suzanne, quand toi et le papa, vous avez été dans la même pièce pour finalement sortir de là puis parler un peu plus le même langage. J'ai besoin d'avoir de l'information sur ce qui se passe. Comment ça va fonctionner pour les soins? C'est-tu normal qu'ils ne me reconnaissent pas? Est-ce que c'est normal que les médicaments l'endorment à ce point-là? Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite, là, après? Donc, on sent un besoin de se préparer, de comprendre pour mieux participer, mieux soutenir. Donc, dans Intégrer, il y a tout ça. Il y a comment on prend les décisions avec les proches tous ensemble. Comment on distingue c'est quoi de l'information générale, c'est quoi de l'information confidentielle, c'est quoi les lois qui encadrent le partage d'intervention. Puis, même quand je n'ai pas le consentement, qu'est-ce que je peux faire? Quelle communication je peux avoir au lieu de briser le lien, au lieu de couper les ponts, couper la communication. Donc, le type d'information que vous allez retrouver dans quelques mois dans cette section-là. Puis enfin, la dernière, qui est être outillé. Donc, c'est pour que les proches aient l'information, le soutien, les outils pour assumer leur rôle auprès de la personne, puis s'adapter à la situation, puis prendre soin d'eux à travers tout ça. Donc, dans les 2 citations qui représentent bien cette section-là, on retrouvait là, donc il faut savoir quels sont les bons comportements à adopter pour éviter que ça revienne, pour combattre le sentiment d'impuissance. Il faut donner aux familles un pouvoir d'agir, de faire quelque chose. Donc, une autre personne me disait, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à être bienveillants l'un envers l'autre, à maintenir les liens familiaux normaux. C'est pas juste un patient, c'est une famille qui est malade. Donc, ça traduit bien. Donc, dans le fond, on a dans cette section-là des stratégies d'adaptation, des trucs et conseils, des thèmes d'information sur lesquels on peut outiller les proches. Donc, une série, des références aussi vers qui référer les proches pour des services en dehors du CIUS, des établissements de santé, tout ce qui est dans le communautaire ou autre. Donc, c'est vraiment une section qui vise à outiller les proches pour mieux prendre soin d'eux, mieux prendre soin de la personne qui soutient aussi. Oups! Et là, j'ai dévoilé le punch. En fait, la conférence se termine sur ça. En fait, la conclusion, je m'en vais vers la conclusion. Puis, dans le fond, le mot qui nous unit à vous, entre nous et à la journée aujourd'hui, ce qu'on a retenu, c'est le mot « partager ». Vous savez, je vous ai dit dans la co-construction du guide, puis dans la présentation d'aujourd'hui, on vient d'univers différents, mais on a partagé nos savoirs. Puis la clé, elle est sûrement là. Comment on partage les savoirs, comment on partage les pouvoirs dans l'intervention, les responsabilités, les risques. Donc, ça nous semblait vraiment le mot-clé, puis l'élément à retenir. Puis là, je vais m'arrêter, puis je vais donner la parole à Marie-Hélène, puis à Suzanne pour le mot de la fin, parce que sinon, je vais peut-être leur voler leur ligne de texte. Voilà, donc je vous remercie. En fait, puis je laisse la parole à Marie-Hélène, je crois. Merci, Annie, mais moi, je passe la POC tout de suite à Suzanne, le temps, pour que tu aies le temps de nous faire ton mot de la fin, Suzanne. Puis, en fait, je dirais comment partager les succès. Comment rester debout tout au long de ce parcours-là ensemble. Malgré le fait aussi que dans notre parcours, on va changer d'intervenant souvent parce qu'il y a aussi un roulement de personnel important. Donc, c'est encore plus important que les organisations prennent le pas d'impliquer les familles de façon systématique, que ça ne repose pas sur, je dirais, le niveau d'aisance de l'intervenant ou pas. Donc, si le guide fait en sorte qu'on implante des pratiques systématiques d'implication des familles, des proches, des conjoints, des amis, de la personne qui est significative, bien, en bout de ligne, il n'y a pas de rupture de lien. Et chaque fois, je le répète, qu'il n'y a pas de rupture de lien avec moi, vous me permettez d'être une meilleure maman en lien avec mes 3 enfants. Parce que lorsqu'il y a une rupture de lien, ce que je fais, moi, c'est que je cours après les liens, je cours après l'information, je dépense d'énergie pour comprendre, j'interviens, je sors tous mes costumes de mon garde-robe, puis je vous dis que j'en ai, je suis une super héroïne. Mais quand je suis en bon lien avec vous, quand vous êtes en bon lien avec mes enfants, alors je redeviens une grand-maman,
J'ai le temps de m'occuper de ma fille aussi, qui est un petit rayon de soleil, qui, elle vit pas ces défis-là comme mes fils. J'ai le temps de revoir mon Gabriel dans sa beauté. J'ai le temps de revoir mon Mimique dans tout son potentiel. Et j'ai le temps de revenir à ma propre vie, à moi, à celle que j'oublie de temps en temps, tu sais. Fait qu'il faut oser l'expérience de la rencontre, puis je dirais accepter qu'on est des co-apprenants. On parle beaucoup de co-construction. Bien, on est tous des co-apprenants. Des fois, j'ai rencontré des jeunes intervenantes qui étaient peut-être même impressionnées de rencontrer la mère que je suis. Puis je dis, non, 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 on est en co-apprentissage, là. Lâche pas, là, tu sais. Il va te faire telle affaire, mais lâche pas, je te dis, là, ton lien, tu vas réussir à l'avoir si tu t'y prends de même. On est des co-apprenants là-dedans, tu sais. Mais si on n'ose pas la rencontre, ben même dans les moments où je suis en tabarnak, puis qu'on ne se rappelle pas après, vous allez penser, je suis toujours une fille en tabarnak. Ben non. La plupart du temps, je suis vraiment une fille collaboratrice. Mais c'est sûr que quand il est à l'urgence, qu'ils viennent de faire une tentative de suicide, puis qu'on ne veut même pas que j'aille le voir 5 minutes, ce moment-là, vous ne rencontrez pas la meilleure mère au monde. Parce qu'elle a envie d'être là, la mère, elle. Puis elle ne comprend pas qu'on y ferme la porte. Fait que c'est aussi ça l'expérience quand vous rentrez en relation avec nous. C'est qu'on a des moments où, malheureusement, on déverse sur vous autres notre impuissance, notre incompréhension, notre douleur, mais on co-apprend ensemble. Puis des succès, moi, j'en ai vécu depuis 20 ans, bien plus que des moments de critique que j'aurais, tu sais. J'ai rencontré une multitude de personnes qui croyaient en mes compétences et à celles, surtout, de mes enfants. Et ça fait une différence. On est capable de passer à travers des affaires que je ne pensais même pas être capable de passer à travers. Tout ça avec une pas pire bonne santé mentale, malgré tout. Puis encore des rêves, etc. Alors, osez la rencontre. Soyons des co-apprenants ensemble. Marc-André, là. Bon, ben écoutez, qu'est-ce qu'on dit après une conférence comme ça? Écoutez, écoutez, d'abord, je veux féliciter Annie, Marie-Hélène et Julie pour leur audace de s'être programmées pour parler après Suzanne Péloquin. Bon, c'est comme si quelqu'un commence son show avec sa toune de rappel. Qu'est-ce que tu veux faire après ça? Écoutez, Madame Péloquin, j'ai envie de vous dire que pour avoir croisé votre chemin aussi à quelques reprises, moi, je pense que vous êtes la meilleure maman au monde. C'est ce que j'aurais le goût de dire. Il y en a d'autres ex aequo, là, mais quand même. Donc, écoutez, c'est vraiment une superbe conférence. On avait une brève vidéo de prévue, donc qu'on vous passerait rapidement. Donc, c'est réalisé par les gens de Chaudière-Appalaches et ça met en vedette les gens de Chaudière-Appalaches. Ici, on va accueillir parents, enfants, frères, sœurs, conjoints, amis, des personnes qui vont vivre un problème de santé mentale. Dès qu'il y a un déséquilibre au niveau du fonctionnement puis qu'on peut associer ça à un problème de santé mentale, on va accueillir là, les membres de l'entourage significatif pour les accompagner. Mon fils, je vous dirais, aux alentours de décembre 2019, a fait un état qu'on appelle une psychose. Les plus gros changements qu'on a vus chez notre fils, c'était vraiment le comportement. Au début, il était médicamenté. Il ne voulait pas trop accepter de prendre le médicament. C'est la chose qu'il faut faire au début. Les gens qui ont des problèmes au niveau de la psychose vont s'isoler, vont même rejeter l'aide de la famille. Puis, malgré la bonne volonté de l'entourage, des fois, ils ont peu de contrôle sur la situation tant et aussi longtemps là, qu'il n'y a pas des services ou des choses qui viennent en place là, pour aider la personne atteinte. Ça a pris plus qu'1 an avant que tout l'effet médication, la bonne dose, la bonne sorte, finalement, il y en a plusieurs, fassent des effets. Je dirais que les gens ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas quoi faire. Beaucoup vont vouloir chercher une cause, un élément déclencheur. Ils veulent trouver les raisons du pourquoi ça arrive. Ils veulent aider aussi, ils veulent soutenir, ils veulent accompagner leurs proches,
Puis d'un autre côté, ils ne savent pas nécessairement comment agir par rapport avec les divers symptômes psychotiques. C'est l'impuissance. C'est de savoir qu'on est très prêt à donner notre contribution, notre aide, mais qu'on on est vraiment dans l'inconnu aussi. C'est ça l'affaire. C'est ce qui était le plus difficile. Il y a encore de la méconnaissance. Tu sais, la distinction entre une psychose, une schizophrénie, quelqu'un qui prend trop de drogue, par exemple, c'est pas clair. Il y a un manque d'information. Ou c'est des fois une mauvaise information reçue par la famille. On travaille beaucoup là, à sensibiliser ou informer les gens là, pour que ça y aille de mieux en mieux là, dans cette facette-là. Bien, c'est une intervenante du CLSC, dans le fond, qui a été reliée directement à mon fils, notre fils. Et puis, cette intervenante-là, en fait, fait des démarches pour pouvoir aider. On a progressé dans le temps. On a eu de l'hébergement aussi, qui a été référé par la psychiatre au dossier. On a eu aussi un déménagement. Alors, depuis 1 mois et demi, il est déménagé dans un appartement. Ça a tout été référé par le service de PEPS. Cette aide-là, c'est inestimable. Très beau. Vraiment. Écoutez, nous voici à la période des questions. Je voulais juste en rajouter, je ne veux pas beurrer trop épais, là, mais quand même, j'ai eu quelques messages privés par texto de gens qui disaient que soit ils pleuraient eux-mêmes ou que la personne à côté d'eux pleurait. Alors, écoutez, c'est vraiment, en tout cas, on est content de vous avoir invités. Vraiment, donc, il y avait ici Mme Clich, qu'on voyait justement dans la vidéo, mais il y a eu tellement de remerciements que, donc, alors la question de Mme Clich, c'est quelle est votre collaboration avec les organismes communautaires offrant des services de soutien aux membres de l'entourage de la personne atteinte d'un problème de santé mentale sur votre territoire? Je pense que c'est... Peut-être que je peux répondre rapidement. En fait, je pense qu'on collabore vraiment super bien ensemble avec, ici, c'est la boussole, le cercle polaire pour la région de Québec, capitale nationale immédiate. Je trouve soit quand, justement, il y a un enjeu de confidentialité puis qu'on peut malheureusement pas aller très loin avec la famille, l'organisme communautaire devient super intéressant. Puis aussi, des fois, il y a des parents qui me disent, bien, quand je vais vous voir au PEP, c'est toujours en lien avec mon jeune. Quand je vais voir mon intervenante, à l'organisme communautaire, c'est pour moi que j'y vais. Fait que je trouve que quand on l'illustre comme ça, puis c'est une citation d'une maman, je trouve que ça explique bien comment on peut cohabiter les deux services ensemble, puis on ne se marche pas sur les pieds. Là. Je ne sais pas si Marie-Hélène ou Dr. Roy, ouais. Oui, c'est vraiment une perspective, je pense, de complémentarité. Ce que je vois, moi, c'est que, puis pour être un grand ami de la boussole depuis de nombreuses années, j'ai donné ma première conférence là-bas en 1994. Il y a vraiment une grande complémentarité. Et je pense que les organismes communautaires pour les proches aidants ne font pas les mêmes choses que ce qu'on fait comme famille. Et cependant, viennent souvent boucher les trous quand les interventions qui devraient être faites par les équipes ne sont pas faites. Donc, écoutez, c'est vraiment juste à cause du temps qu'on doit passer à autre chose. On en aurait pris encore. Et je sais pas, moi, ça me confirme la justesse de mon intérêt pour l'intervention familiale. En fait, j'ai touché la première fois de l'intervention familiale en 1987. Il y avait beaucoup de gens présents aujourd'hui qui n'étaient pas nés. Donc, on revient pour 14h30. Pour ceux qui veulent participer à la conférence 7, la santé et la santé physique, vous cliquez sur le pop-up qui va arriver, santé physique, qui va apparaître à votre écran. Ça va vous apporter directement dans la salle, la deuxième salle. Pour ceux qui veulent participer à la conférence quand la crise d'adolescence a le dos large, ben vous ne faites rien et vous revenez tout simplement après la pause. Donc, on va lancer cette fois-ci, j'avais annoncé ça sur l'heure du midi, mais je m'étais trompé.
on va pendant la pause, faire rouler un diaporama avec les pages web des cliniques PEP. Donc, Marc-André, avant qu'on s'en aille, est-ce que je peux prendre juste une seconde puis remercier mes fils de me permettre, moi aussi, d'avoir mon vécu comme proche en me laissant participer à des journées comme aujourd'hui. Alors, Mick, merci. Ouais, ça,